car nous sommes au débriefing et donc peut-être... Qu'est-ce qu'on t'a caché voilà. Tout ce que j'ai caché, alors je sais pas si j'ai caché beaucoup de choses, ou ce que vous m'avez caché peut-être, c'est ça, ou ce qui Nelia a caché. Enfin, nul ne sait. Est-ce qu'on se souvenait pas peut-être aussi? Est-ce qu'on se souvenait pas? Et donc peut-être je vais commencer par l'épopée. Ce qui s'est passé... parce que tout a commencé il y a très 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 longtemps, aux confins du temps, alors que la Terre était parcourue à l'époque par des Caïms. L'époque de la construction d'Atlantis, qui marque l'apogée de la civilisation des Caïms. C'est ce moment où quelques Caïms se sont laissés aller à une forme de Kaiba, une forme de Kaiba parce que à l'époque les Caïms sont des purs Caïms, d'énergie magique. Et ils se laissent aller comme ça, dévorés par les énergies magiques, et puis ils commencent à vouloir mesurer leur puissance entre eux, en soumettant et en asservissant leurs frères Caïms. Et à ce moment, les fils des éthers, qui est le vrai nom des Caïms, les fils des éthers, puisqu'ils viennent des éthers, des étoiles certainement, se sont soumis, mais se sont révoltés. Sous la direction d'ailleurs de certains précurseurs des arcanes, car les arcanes sont nés bien avant Akhenaton, elles sont nées à l'époque des Caïms. Et ils ont renversé les tyrans, ils ont dispersé ces Caïms maudits qu'ils ont marqués du sceau de l'infamie. Ce sceau a un nom: Drakaon. Okay. Et c'est comme ça que ces bannis se sont retrouvés aux confins du Graal terrestre. Alors les humains qui accompagnaient les Caïms à l'époque, à Atlantis, ont appelé ça dragon, peut-être. Et comme ces dragons ont été bannis, on n'en a plus entendu parler jusqu'à ce que la météorite d'Orichalque se précipite sur le Graal terrestre, la chute sur Atlantis, et les dragons ont échappé à ce moment-là à la puissance magique qui les limitait, et ont brisé leur sceau, le Drakaon. Bref, c'était ça il y a très très longtemps, puis les guerres élémentaires, à ce moment-là même affaiblis, les dragons se sont levés, ils ont échappé à la malédiction, et ils n'ont jamais connu la prison des simulacres, eux. Ils sont peut-être nombreux, nul ne connaît exactement le nombre. Et à ce moment-là, alors que Prométhée libère... Ah oui, Prométhée, c'est une autre histoire. Prométhée libère les mystères. Les dragons décident de se fusionner afin de multiplier leur puissance. Et cette ultime transformation marque leur corps et leur esprit. Ils se sacrifient pour ne devenir qu'un, adoptant une forme proche de celle du reptile. Et c'est de ce moment-là qu'est né Drakaon l'unique. Il n'y en a plus qu'un à ce moment-là. Et bien sûr, comme il est puissant et qu'il s'enfuit vers l'opponent, vers l'ouest, aussi loin que possible, il va créer ou un culte va se créer parmi les peuples celtes. Bien longtemps avant notre ère, avant l'effet Jésus. Et 3 prêtresses émergent, 3 prêtresses, Morgane, Mélusine et Dahu, qui vont créer le culte du dragon. On parle de milliers d'années avant notre ère, bien sûr. Et vont commencer à faire monter des dizaines de lieux dédiés au culte du dragon, ce que plus tard on appellera les pierres levées. Qui n'ont que notre but, c'est de pouvoir donner de l'énergie, de la puissance, mais aussi de maîtriser le dragon. Et c'est comme ça que les prêtresses apprennent à contrôler les humeurs du dragon. Alors, les effets dragon, qui sont des perversions, les effets dragon, sont des perversions des champs magiques, et sont toujours liés à Drakaon, et émergent en fait des champs magiques sous l'effet de cette puissance très très ancienne.
Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien entendu, alors je vous refais pas tout ce qui est autour du culte du dragon. Vous avez tous saisi le culte du dragon, qui élève finalement des humains, mais aussi des néphilim, et qui pendant des siècles va régner sur le nord de l'Europe, l'Irlande, enfin, toutes les peuplades celtiques. Et c'est à ce moment-là que va sortir un peu de nulle part et arriver une dame, Nimue, qui va créer une place à Avalon et qui va rentrer intégrer le culte. Elle fait pas partie des fondatrices ou des fondateurs puisque ce sont des néphilim. Et elle va s'installer à Avalon, l'île des Dames du Lac, implantée non loin de Saint-Michel de Cornouailles, et qui correspond exactement, symboliquement, au dos du dragon, car elle chevauche le dos du dragon. Elle devient grande prêtresse à ce moment-là, et on est à peu près à moins de 1700, un truc comme ça. On est loin encore. Et donc ça va passer pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ils vont rester loin en fait de la naissance des arcanes majeures quand va arriver le roi Arthur. Alors le roi Arthur, j'en parle aussi parce que je me suis fait mes petites notes pour dire. D'aucuns d'entre vous ont assisté à la naissance de Jésus. Alors Jésus, on va pas trop revenir sur ce que c'est, mais c'est lui c'est l'assemblage d'un néphilim et d'un humain aussi, un Kwisatz Haderach, qui vient d'une secte qui s'appelle les Esséniens, exactement, mais qui est un ensemble en fait d'arcanes des battleurs, bien entendu, on va pas tous les nommer, mais et qui vont en fait créer une créature, on va l'appeler créature, mi-néphilim, mi-humain, qui va être un puits de sagesse et qui va ouvrir une nouvelle voie de magie, mais qui avait été déjà découvert par Salomon, et qui va aussi faire toute une mythologie derrière lui, puisqu'il va y avoir ceux qui amènent le culte du Graal, ou le Graal, et qui vont partir, vous en avez fait partie, et qui vont monter vers la Grande-Bretagne pour certainement protéger tout ça. C'est ça qui va donner l'idée au prince de l'arcane de la force de reprendre cette figure en fait de Jésus en la personne d'Arthur. Arthur en fait dans le plan du prince de la force est le nouveau Jésus. Et il aurait dû en fait, s'il n'avait pas été ce qu'il était, il aurait dû devenir aussi une religion, enfin parce que Jésus à la base il a été fait pour lier les humains et les néphilim en fait, c'est quelque chose qui est dans la paix. Et Arthur c'est la même chose. Sauf que comme le prince de la force a vu que ça ne fonctionnait pas la première fois, et il en faisait partie, Merlin, de cette aventure de Jésus, il décide de rajouter l'oricalque dans l'équation. Mais pourquoi décide-t-il? C'est parce que il y a bien longtemps, à l'époque où les guerres puniques faisaient lieu en Carthage, il avait appris auprès de Myste, qui était peut-être informé par un certain, je ne sais pas, des secrets sur les Sélénimes et l'Orical, qui est la porte noire d'ailleurs. Et en fait, pour lui, il était convaincu, le prince de la force, qu'il fallait aussi allier la puissance de la lune noire, de l'Oricalque, pour qu'on ait vraiment un Kwisatz Haderach complet, qui ressemble toute la magie. D'où cette expérience, qu'il avait d'ailleurs menée avec des Sélénimes aussi, et un certain, quelqu'un que vous connaissez maintenant, qui avait discuté longuement avec Merlin. C'est pas pour rien qu'il était d'ailleurs à la bataille des 12 rois, ce Sélénime, il n'était pas là par hasard. Qu'est-ce qu'il était venu faire ici? Peut-être on saura plus. Ouais. Exactement, il n'était pas là par hasard, il venait se repaître de la mort de tant et tant de personnes, surtout. Et voilà que... Donc là on rentre dans les Arthuriades, plutôt. Donc Arthur va, l'histoire vous la connaissez, il va naître, il va prendre pouvoir, il va s'opposer au culte du dragon, alors qu'il aurait pu s'allier au culte du dragon, en fait, de manière... L'histoire n'était pas écrite, vous l'avez écrite. Et finalement, il y a le Graal, alors, je vais pas tout refaire là, parce que vous l'avez vécu. Et surtout, le fait qu'on va défricher par exemple un nouveau monde de Cabal, Zakai, ce qui est important.
et donner naissance à son archange, puis un certain nombre de choses. Donc je passe sur le roi Arthur parce que c'est important. Je vais aller à la fin parce que vous avez vu les Arthuriades. À la fin, le dragon est vaincu par l'archange Chaman, par Galahad, qui a été entraîné par des gens de valeur, vous. Et s'il n'avait été entraîné par vous, il n'aurait certainement pas pu le faire. L'histoire est écrite. Et le dragon va fuir la Bretagne pour aller en Petite-Bretagne, en Armorique. Et c'est là où Saint-Michel et les Templiers vont devoir faire leur affaire, parce que quand ils arrivent, les Templiers qui sont plus puissants en Armorique sont bien embêtés, puisqu'il arrive une puissance qu'ils ne maîtrisent pas. Mais Galahad n'a pas dit son dernier mot. Il rejoint les royaumes de Zakai. En vrai, c'est une partie de l'histoire que vous connaissez pas, donc hop, je vous remets ici. Et donc devient l'archange et va faire un pacte avec la seule puissance possible en Armorique à ce moment-là, qui sont le temple. Et il est au-delà de toute contingence, maintenant qu'il est archange dans un monde de Kabbale. En échange de secrets kabbalistiques et de magie, les Templiers vont installer tout un système de commanderie qui a une vocation, qui est d'enfermer le dragon. Et avec l'aide de Saint-Michel et du temple, il l'enferme. Alors il l'enferme d'ailleurs assez étonnamment avec la table ronde, mais ça vous l'aviez, j'ai pas eu forcément le temps, vous l'avez pas forcément vu. Non, mais parce que c'était dans l'Akasha, vous auriez vu, mais c'est pas très grave. Mais toi, tu auras le temps, Farallon, de le découvrir. En fait, ça, c'est clair, j'aurai tout mon temps. Quand Arthur meurt, Camelot est abandonné, enfin, ça redevient l'anarchie. Et Galahad va récupérer la table ronde qui est emplie d'une puissance magique pour enfermer le dragon. Et c'est une alliance qui est fort bien, est fort puissante, puisque les Omphalos un par un, les Omphalos qui sont les éléments représentatifs du dragon, du Dracao en Bretagne, vont être éteints par des rituels kabbalistiques et avec le temple. Donc c'est le temple qui s'occupe finalement de sécuriser. Malgré cela, le culte n'est pas fini, puisque pendant ce temps, quelques rémanences du culte viennent en Armorique pour essayer, eux, de réveiller le dragon et de s'en utiliser. Ils sont guidés par Dahu. Morgane, quant à elle, vient aussi, et il va se passer un certain nombre de choses ici, c'est-à-dire qu'une bataille va s'opposer entre les Templiers, un peu la force qui est encore vivante, même si à ce moment-là, Merlin a disparu, et vous savez maintenant qui en est le maître, c'est Lancelot. Enfin, Lancelot, alias Farallon. Parce que pendant des siècles, Farallon est resté enfermé dans le corps. Ah, ça frise chez moi, je suis tout seul. J'en profite parce que Merlin n'est plus le prince de la force à ce moment-là. En fait, et ça c'est vraiment un des secrets vrais, enfin en tout cas qui a été écrit par un des auteurs de Néphilim, Merlin n'a jamais été digne d'être le prince de la force. Il a subtilisé la lame, qui est une vraie lame physique de la force, et en fait au moment où il a mis la main dessus, il a subtilisé, il est devenu le prince, mais il n'était pas assez puissant, et il a été maudit. Enfin, il a été maudit. Et sa malédiction est très simple. Il voit le futur, mais ne peut rien faire pour le changer. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas agir contre ce qui va se passer. Il est obligé de le subir en permanence. Il sait exactement qu'il va être emprisonné à un moment donné, ou qu'il va être séduit, mais quoi qu'il fasse, enfin, il peut rien faire. Et c'est terrible comme malédiction. Et en fait, d'aucuns disent qu'en fait c'est sa folie d'avoir trouvé la lame, enfin, et qui n'en était pas digne, et peut-être que tout ça n'est qu'un leurre de fou, enfin on ne sait pas. Ceci dit, ce qui est écrit, et ça se passe toujours comme ça, d'après... Donc Merlin est indigne, et ça c'est vraiment très important. Il est indigne d'être le prince de la force. Et il se dissimule pendant des siècles et des siècles, il ne deviendra digne qu'après avoir finalement subi les blessures qu'il a subies, et qu'il soit finalement totalement libéré quand son Calune le rejoint par Nayla, des siècles après,
sachant qu'il avait repris lors des Oups. la fin des années 90, il avait repris finalement la tête de l'arcane de la force en assassinant Galad. Pas Galad, sinon assassinant Lancelot, pardon. Et c'est à ce moment-là que Farallon s'est réveillé dans son corps actuel, dans les années 90. Bon, une seule histoire. Il l'a assassiné. En fait, c'est... Je me suis pris un petit coup dans le dos de mon idole. C'est pas tous vraiment des gens hyper sympathiques. La pas de la. Je me suis pris un coup dans le dos. J'étais en sommeil, moi. Exactement. Et donc pour revenir à l'époque où Arthur Pendragon est mort, la Bretagne s'est un peu effondrée sur elle-même. Mais maintenant que le Dracon n'était plus là et que les portes d'Hadès étaient fermées, les Terghast s'arrêtent, bien entendu, et on se retrouve en Petite-Bretagne, en Armorique, où Morgane vient, mais elle est mise en narcose, elle abuse un peu de ses pouvoirs, elle est mise en narcose à Brocéliande, qui était un centre important du culte, puisque vous vous rappelez, vous y étiez allé aussi, et reste Dahu, Mélusine et Nimue. Et tout ce petit... Et puis aussi, quelqu'un aussi, Nelia, puisqu'elle revient, et ils vont créer ce qu'on appelle la cité d'Ys. Je t'interromps là. Il reste Nimue, mais tu en parles au présent. Ouais. Parce que on parle Nelia. Non, attends, il reste... On est à l'époque... Au présent, juste après les Arthuriades, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord. Non, on n'est pas au présent. Ok, voilà. Je croyais que c'était au présent. Je non, pas plus, au présent, puisque ce qui va se passer, c'est que Ys, alors vous connaissez la légende, hein, il y a un autre qui est envoyé, Nimue est là, mais on ne sait pas trop. Et Dahu va être expulsé. Dahu est la clé, hein, c'est la clé d'Ys, qui est une sorte d'Akasha, hein, finalement. Ys, mais vous l'aviez reconstruit, hein, vous savez où elle est. Et puis, il va se passer que Nimue, depuis qu'elle était allée en Hadès, ça se passait pas très très bien dans sa tête, de moins en moins bien. Elle s'est sacrifiée pour que Galad puisse faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire récupérer le Graal, hein, quelque part, et ensuite pouvoir le sauver et le mettre dans le monde de Zakai. Oui, parce que le monde de Zakai, le dieu du monde de Zakai, est le possesseur du Graal, aujourd'hui. Je reviens à Ys. Il va se passer ce qui va se passer, mais elle va commencer à invoquer des créatures, des effets dragons, comme le Kraken. Et dans un moment de lucidité, elle va demander à Neyla de faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire sacrifier le pentacle de Nimue, afin de maîtriser les effets dragons qui ont été relâchés par le culte. Et c'est ce que Neyla va faire. Elle va donc détruire. Un peu comme ce qui s'est passé quand vous étiez allé à Douarnenez, dans la nouvelle Ys, hein, j'ai envie de dire, et qu'il y avait un Néphilim qui s'était sacrifiant son pentacle pour que le Kraken soit maîtrisé. C'est un peu ce qui a été fait, mais là... Et puis après, l'histoire de Neyla se fond dans l'histoire du temps, ainsi que Mélusine, qui va être mis dans sa stase et qui va se réveiller bien plus tard, bien régulièrement, puisque à Fougères, il y a toujours... Elle s'incarne de temps en temps, parfois pas trop, parfois elle s'incarne jusqu'à la Révolution. Puis vous connaissez l'histoire de Mélusine, puisque vous l'avez libérée de l'Akasha, elle avait dans un Akasha où elle était prisonnière durant la Révolution. Voilà. Et elle avait les Lusignans, enfin elle avait vraiment suivi pendant des siècles la famille des Lusignans. Dahu, elle était enfermée dans une espèce de clé, ce qui était sa stase, et elle a été libérée, mais vraiment par hasard, par une dame qui a racheté cette stase, un antiquaire qui l'a racheté et qui l'a amené par hasard dans un Nexus, qui a rechargé la stase et elle s'est incarnée. Beaucoup de hasard. Et ça nous a permis d'arriver au temps présent où le Lion Vert, à Lyon, rappelez-vous, c'était il y a quelques temps, après que vous ayez volé un focus sur Lyon, vous a envoyé en Bretagne, mais vraiment... À la base, je peux pas rappeler pourquoi, mais vraiment par hasard. Par hasard, vraiment. Et d'ailleurs, je vais complètement déflorer le sujet. Au tout dernier épisode, Merlin se tourne vers quelqu'un. Le lion vert. Et le lion. Ouais. Le symbole qui est
votre MJ sur Ouais. Oui. Le pouvoir derrière le trône. Ou c'est le pouvoir derrière symbole le pouvoir. de votre MJ. Et en fait, quand vous regardez les vidéos, en haut à Oui, gauche, quand tu regardes c'est en haut à Kylian. gauche, quand tu regardes les vidéos, c'est le lion vert en fait. C'est le lion vert. Avec son avatar. Depuis le début, c'est lui qui le glorieux alliage. Enfin bref, une autre histoire, mais qui vous a pas envoyé par hasard, car c'est certainement le moment. On dit que c'est un Agarthien, on n'est pas sûr, en vrai, mais peut-être. Et donc va commencer cette histoire en Bretagne au début, à la fin de l'été, puis au début de l'automne, où en fait, alors vous avez quasiment tout trouvé. Hein. Après, vous pourrez me poser des questions précises, mais très vite, vous allez réveiller finalement un certain nombre de protagonistes, dont Mélusine, peut-être Dahu, et puis faire ce que... Et là, vous avez jamais été dupe, hein, d'ailleurs. Vous savez depuis le début que c'était lié au dragon. Et réveiller au fur et à mesure. Les omphalos, en fait, c'est comme des points névralgiques du Dracaon. Donc, plus vous en ouvrez, vous en êtes les gardiens, bien entendu, mais vous réveillez au fur et à mesure le dragon. Par contre, ça. on savait pas que les omphalos étaient les essences mêmes de Dracaon. Non, c'est ce que j'allais dire. Ça, on le savait pas. À un moment donné, je pense que vous en êtes douté. Vous en êtes douté à un moment donné. Ouais, mais vers la fin, c'est facile de le dire. Oui, on s'en doute au moment où c'est trop tard, quoi. Ouais. Pour moi, ça donnait effectivement de la puissance aussi au dragon, mais je pense pas que c'était lui-même. Enfin, une partie de lui-même. Moi, c'est au moment. Je veux dire, là où je m'en suis douté, mais c'est facile de le dire, quoi. C'est au moment du feu, quoi. Là, donc, c'est vraiment à la fin. Vraiment à la toute fin. Et donc, c'est là. Alors, voilà. Ça, c'est c'est l'hôpital psychiatrique. Exactement. Ça, c'est le Val sans retour. Le Val sans retour. Donc, je vous passe dans quelques images. Alors, juste pour vous rappeler Mordred, un peu. On n'est pas au même niveau depuis longtemps. La tombe de Merlin, Douarnenez. Enfin, voilà, tout un tas d'images qui vous rappelleront peut-être, qui sait, quelques scènes à vous et aux autres. Et ouais, il y en a où vous avez peut-être oublié. Et donc, là, vous allez réveiller au fur et à mesure. Donc, il y a plusieurs omphalos. Hein. Il y a l'omphalos à Karnak, c'est la lune, dont Mélusine va prendre finalement le pouvoir. Il était un peu fou, lui. La vieille de Mordred. Et vous allez au fur et à mesure. Donc, il y a visiter des Akashas, la nouvelle liste. Mes potes. Je savais que ça allait les images vous allez vous rappeler quelque chose. Et au fur et à mesure, réveillez le dragon. C'est ce que vous faites. Et en fait, en réenchantant la Bretagne, parce que c'est une forme de réenchantement, hein, quand même. Vous allez vous rappelez là, dans cette maison où ça tirait de partout. Ah ouais. Voilà. Et ça va vite. Il y a des gens, je suis sûr que ça vous vite, rappelez et puis pas. moi j'ai un tout petit décalage avec vous, donc. Et moi je viens d'avoir la maison. Et donc la campagne se sépare en fait en omphalos, hein, on va dire il y en a 5. Hein. La lune, l'eau pour Is, il y a l'air, les monts d'arrêt, bien entendu. Il y a la terre, ça vous aviez remarqué, c'est Brocéliande. Et toute la campagne va être justement l'art et la manière pour vous de à la fois réveiller les omphalos et la puissance, tout en découvrant ce qui est en train de se passer. Et entre guillemets, c'est quelque chose que je trouve que vous avez hyper bien fait. C'est-à-dire que vous auriez pu vous arrêter assez vite, finalement, en disant bon bah ok, c'est le culte du dragon qui nous manipule, quoi qu'il vous manipulez pas, plus que ça, il est relativement honnête, et arrêter ou rejoindre la force ou vice versa. Et vous avez toujours été entre les deux. Il y avait bien sûr le culte, vous connaissez bien, je vais pas forcément revenir dessus, mais il y avait le temple de Bretagne qui intervenait. Vous avez vu l'œil des chevaliers Kadosh, vous avez vu cet ordre, hein, l'ordre de l'Hermine, hein, qui protège, dès le début quasiment, vous étiez tombé dessus, qui protège en fait à la fois les yeux de Viviane, hein, c'est ceux qui protègent Brocéliande, c'est l'ordre des yeux de Viviane. Vous avez
vu aussi les chevaliers de la Nouvelle-Is, les chevaliers 10, qui ont assez mal rempli leur mission d'ailleurs. Et à la fin, vous avez rencontré les chevaliers sentinelles du Mont Saint-Michel, qui eux aussi n'ont pas vraiment réussi leur mission. Donc en fait, vous vous opposiez vraiment plutôt au temple. Vous l'avez vu plutôt au début. Enfin, au début, jusqu'à la moitié. Mais à un moment donné, vous étiez toujours un cran d'avance par rapport à eux. En vrai. Mais oui. Ouais. C'était fini. Voilà, il y a des images qui passent en même temps. Et il y avait aussi trois autres en fait, groupes que vous avez. Les Mists étaient là depuis le début, mais en fait en observateur. Il y avait un observateur, c'est tout. Ils n'avaient pas plus de puissance que ça. Vous l'avez rencontré. Et leur but n'était certainement pas de vous empêcher de réenchanter la Bretagne, les Mists utilisant la magie, eux aussi. Donc, assez neutre, ils vous poussaient d'ailleurs, s'ils avaient pu, parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir-là, ils vous auraient poussé à... Le temple voulait vous empêcher de réveiller le dragon, hein. Ça n'avait pas d'ambiguïté, vous aviez remarqué. On a compris, ouais. Voilà, et puis ils étaient là en défense, ils avaient mis tous leurs moyens à la centaine de Brennilis, ils avaient amené tout le monde en fait, pour vous empêcher de réveiller l'Omphalos de Feu, il y avait tout le monde, vous avez tous tué, quasiment, et pour ça qu'à Mont-Saint-Michel il n'y avait plus grand monde. C'était vraiment, ils avaient mis... pour nos spectateurs, il y a un hurlement de joie, de richesse. Vous le voyez pas, mais alors... On a réussi une partie de la campagne. Et oui, vous avez carrément réussi. Ce qui les élimine. À la fin, c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde. Bon, Saint-Michel, les chevaliers sentinelles, une bonne partie était allée à Brennilis pour essayer d'empêcher le réveil de l'Omphalos de Feu. L'autre groupe, donc les Templiers, le Mist, c'est le Denier. Alors, on n'a pas eu le temps, mais au moins vous avez eu conscience qu'ils étaient là, parce que normalement, les joueurs et les Néphilim n'ont pas confiance, hein, puisque la Synarchie... Allez, je spoil complètement un truc. La Synarchie a gagné dans l'univers Néphilim. Et c'est eux qui inventent l'effet Rosenkreuz, cet effet qui vous suit en fait et vous manipule. Enfin, ils ont gagné, c'est un bien grand mot. Ils pensent avoir gagné. Mais la Synarchie, ils pensent avoir gagné, mais la Synarchie en fait c'est des Néphilim. Essentiellement. Ah bon, ça c'est... Ouais, ah oui, là c'est le... C'est un vrai spoil. Il met un alerte spoiler là, gros. Ouais, c'est essentiellement des Néphilim avec des humains. Et en fait, ils utilisent une espèce de pouvoir. Enfin, c'est pas vraiment un pouvoir. Enfin, je vous décrirai un jour la Synarchie. C'est vraiment assez intéressant. Et alors, ils prévoient pas le futur, hein, que ce soit clair. Hein, c'est pas des dieux, loin de là. Mais en fait, ils mettent des équations, ils font des équations et ils essaient de voir ce qui est le plus probable. Et donc, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose là. En fait, c'est pour ça qu'ils avaient envoyé des observateurs. Et ce qu'ils font, c'est quand ils ont besoin d'intervenir, en fait, ils proposent au Néphilim ou à l'humain qui est le plus important de rejoindre la Synarchie. Et vu ce qu'ils leur proposent, souvent, ils rejoignent la Synarchie parce que ça donne accès, pas forcément à un pouvoir, mais à une connaissance et voilà. Donc la Synarchie. Nelia et moi, on aurait dit non de suite. Hein. Vous auriez dit, je suis sûr, non dessus. Et les Synarques, il y en avait un petit groupe. J'ai décidé qu'il y en avait un qui s'incarnait dans un Synarque. Au moment où il était incarné, tous les Synarques savaient qu'Orisha s'était incarné, mais ils l'ont laissé agir avec grand plaisir, puisque leur but aussi était de réenchanter la Bretagne. Et leur but c'était de réenchanter parce que ça donnait effectivement, c'est quand même des Néphilim majoritairement, beaucoup de Néphilim, et si on maîtrise le dragon, il n'y a pas de problème, ça réenchanterait la Bretagne, ça réenchante la Bretagne de manière nette. Le dernier, et certainement le pire, était le Sélénim, ou les Sélénim. Bah oui, le Sélénim, on a bien compris que c'était pas le gentil. Hein. C'est pas le méchant. C'est pas le méchant de l'histoire. En fait, c'est un peu le méchant. Ah, le van du cul. Beaucoup quand même. Moins que Merlin. Je sais pas. L'Ankou. Il n'a pas assassiné Lancelot. C'est vrai, il m'a pas tué. Il a assassiné d'autres personnes, mais pas lui.
L'Ankou en fait est là pas par hasard. En fait, il a quitté la Grande-Bretagne à l'époque, est venu installer son royaume ici. Mais il était seul à ce moment-là. Il n'est pas arrivé à se réintégrer. Surtout que bon, on l'avait démasqué. Hein, les Sélénimes ont cette particularité, c'est qu'ils ne changent pas de corps. Donc une fois qu'on avait bien remarqué en Grande-Bretagne, que c'était quand même lui qui manipulait Mordred, etc., il a eu du mal à se réintégrer, voilà. Mais son objectif a toujours été le même, entre guillemets, parce que son objectif c'est la puissance, hein, et c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'humains, alors soit morts, soit qui rêvent, parce qu'ils se nourrissent de l'énergie humaine du casse-soleil, et son objectif était mettre le chaos en fait, hein, tout simplement un chaos sympathique, on va dire. C'est plutôt un sélénime. Et les sélénimes ne sont pas hyper constructeurs. Ils construisent leur royaume, mais après le reste c'est plutôt destructeur. Et il aurait bien aimé quand même que le dragon soit sous sa coupe. C'était son objectif. Faire du dragon son arme. Et pouvoir conquérir avec d'autres royaumes sélénimes et tuer d'autres sélénimes, parce qu'ils aiment bien se tuer entre eux, les sélénimes. Aussi, c'est une petite histoire comme ça. Des balles, il y en a eu beaucoup. Et souvent, ils ont été assassinés par le nouveau, qui prenait le nom de balle, mais c'est pas le même. T'es gentil. Ils sont top. Ils ont un avantage, hein, c'est qu'ils sont immunisés à l'oricalque. C'est pour ça d'ailleurs que les Onérim deviennent souvent des sélénimes. Et puis, ils ont des objectifs de construire leur imago, leur royaume, pour devenir très puissants. Mais à force, en fait, ils s'immobilisent dans les champs magiques. Et c'est comme une narcose, en fait. Et l'Ankou est quasi narcosé, en fait. Et d'ailleurs, pour rester là, il a dû aussi passer des accords avec des néphilim locaux, et puis le temple, hein, parce qu'il ne faut pas croire, s'il n'arrivait pas à aller jusqu'à l'Amphalose de feu, c'est qu'il y a bien longtemps, il a dû faire une promesse ou vendre une partie de son âme pour rester ici. La compromission. Donc ils sont à peu près tous... Voilà les 4 gros antagonistes. Le culte. Alors je mets pas la force dans un antagoniste. La force est assez peu présente, comme vous l'avez pu le voir. Bien sûr il y a Merlin qui revient parce que c'était lié, mais finalement elle vient assez tard. La tempérance est présente. Les arcanes majeurs ne sont pas extrêmement présents, sachant que vous, bien sûr, vous avez rencontré, il y a eu la Maison Dieu et la Justice, parce que il y a eu un moment où on a failli. Mais c'était pas lié forcément à l'enchantement de la Bretagne, c'était lié plutôt à votre comportement, enfin à ce qui se passait. À notre comportement, mais je pense que Nelia et moi, à un moment où il y a eu une grave tentation avec les autres arcanes majeures quand même. Ah oui, ça aurait changé complètement, ça aurait changé complètement la phase. Parce que la campagne aurait été complètement différente. Ça aurait été plutôt un affrontement contre le culte. Et plutôt, ça aurait été, c'était la justice, c'était de fermer les Omphalos. Ah, c'est pas passé loin pour moi. Ça aurait été. Voilà. J'ai bien senti. Et c'est complètement possible. C'est-à-dire que vous pouvez vous réaliser qu'en fait, il faut fermer les Omphalos et vous opposer au culte. Mais techniquement, si on fait ça, on rompt notre serment. C'est vrai, si on faisait ça, Non, mais c'est juste pour dire que dans les aléas, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu les autres arcanes majeures. Il y a deux gros passages quand même où on les voit, mais il y a un passage, une grosse tentation quand même. Le deuxième passage, c'est le Neila Show. Le Neila Show. Quoi tu parles? Je sais pas, hein. Moi j'ai une petite intuition, hein. Et j'ai fait ce qui est écrit. Voilà. Ce qui est écrit est écrit. Et donc, ça c'est la trame générale. Après, vous pourrez... Et je vais quand même revenir sur l'effet Mnémos. Alors, l'effet Mnémos, c'est pas... Les Arthuriades, c'est pas dans la campagne, hein, d'accord. Enfin, c'est... Le souffle du dragon peut être joué sans être... D'ailleurs, c'est pas prévu que ça soit joué avec les Arthuriades. C'est pas prévu qu'il y ait des effets Mnémos dans les Arthuriades. Loin de là. Mais c'est intéressant parce que c'est très lié quand même, vu qu'on parle de la Bretagne, et je vais vous envoyer, et je vais vous raconter maintenant. Alors, non, Arthuriades, ouais, c'est ça. Oui. J'espère en tout cas. Les Arthuriades, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. D'accord, c'est pas une campagne en elle-même,
Pas du tout, d'ailleurs. C'est une espèce de geste, on va l'appeler comme ça, qui est en 4 temps. La Vierge en printemps, la Reine d'un été, l'Amante d'un automne et la Veuve d'un hiver. Et c'est tout simplement Vierge en printemps, c'est finalement l'arrivée de Arthur Pendragon. La Reine d'un été, c'est quand on va dire qu'il est on va dire au pouvoir. L'Amante d'un automne, c'est quand elle est enlevée. Et la Veuve d'un hiver, c'est la dernière partie avec Mordred. Il y a beaucoup de... C'est pas forcément lié d'ailleurs qu'au dragon, même si moi j'ai orienté plutôt vers le culte, puisque ce qui était intéressant c'était de faire en fait un espèce d'effet miroir et de vous donner des informations au fur et à mesure que vous avancez et vous faire découvrir des effets mnémos. Donc il n'y avait rien n'était écrit de ce qu'on a joué, c'est pas écrit, c'est juste au fur et à mesure que vous avancez, j'ai fait des aventures qui correspondaient à quelque chose qui pouvait vous donner et vous faire avancer dans le présent. Donc vous avez vraiment écrit l'histoire des Arthuriades. En fait, c'est votre histoire, elle n'est pas écrite, c'est vous qui, vraiment, ça aurait pu être complètement différent. Vous auriez pu être des chevaliers de... Vous auriez pu être des chevaliers de la table ronde et partir plutôt avec Arthur. Vous avez choisi une voie qui était la voie plutôt de la... Encore une fois assez médiane, puisque vous étiez dans la terre lustrale, vous avez... J'ai un peu poussé au début en vous mettant au culte du dragon, parce que le culte du dragon, vous le savez depuis le début, n'est pas forcément négatif. Pas quelque chose qui est... Oui, puis dès que tu essaies de dévier, on te traite, on dit que t'es un traître, hein, de toute manière. Donc, ouais, bah, bref, faut... J'ai pas pu explorer comme il faut un autre aspect intéressant de la campagne. Merci. Oh. Et, et le but des Arthuriades, c'était quoi? C'était de vous donner des informations sur le présent, de vous donner des informations sur, bien entendu, Zakai, pourquoi Arthur, le compact secret des Arthuriades, de vous faire découvrir aussi quelque chose qu'on aurait pu moins faire dans le présent, c'était la partie Akasha, Terre Lustrade, ces mondes où on vit finalement les êtres faits, ce qui est moins présent hein, cool. dans les temps contemporains, on va dire. Et puis, ce qui était intéressant, c'est de voir comment l'univers de Néphilim représente les grands chevaliers comme Pélinor, Gauvin, voilà, Nimue, tous les grandes figures de l'époque. Gauvin, le Sélénime maintenant, si j'ai bien compris. Et il y a aussi bien sûr les images de Merlin qui vous permet de le rencontrer. Merlin, c'est pas écrit dans le souffle qu'on le rencontre, loin de là, parce que à la base les chroniques les souffles du dragon étaient avant les chroniques de l'Apocalypse, et donc Merlin n'était pas réveillé. Et d'ailleurs on le réveillait à ce moment-là. En fait, il est enfermé complètement et entièrement. Donc moi je l'ai réécrit pour que tu ne réveilles que la dernière partie manquante de Merlin, son cas lui. Et je trouve que, enfin, l'histoire, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. On a fait les terres lustrales, vous avez fait découverte, donc c'est beaucoup plus des scénarios de découverte. Les terres lustrales, vous avez vu les différentes étapes de la terre lustrale. Il y a le chemin aventureux ou la route aventureuse, qui est vraiment un classique des légendes arthuriennes, mais voilà, qui vous apportait du voyage et des découvertes pour vous affronter, hein, entre guillemets. Le chemin aventureux, ou le sentier aventureux, je sais plus comment il s'appelle, ça représente toutes les séphirotes de Zakai en fait. Oui, et on se déplace de séphirote en séphirote, ouais. Et jusqu'à ce que vous arriviez à Keter, qui est où il y a le roi pêcheur. Et là aussi c'était écrit parce que en fait, moi vous auriez pu récupérer le Graal. En vrai, j'avais prévu que vous puissiez être porteur du Graal. Ça jouait pas à grand chose, hein, ça jouait pas forcément à grand chose, et que vous soyez en fait, et là j'aurais certainement arrêté l'effet Mnémos à ce moment-là, hein, vous soyez les protecteurs du Graal. Ça s'est joué comme d'habitude à une décision que j'ai prise et qui était pas la bonne. J'ai essayé Alors j'ai essayé de jouer sur les mots des règles. J'ai essayé de jouer sur le mot des règles de l'épreuve en fait, pas des règles de Néphilim, mais des règles de l'épreuve. Bah j'ai perdu quoi. Je peux pas. Personne peut te lancer des cailloux. Étant donné que moi j'ai fait le couillon juste avant en me disant haha je suis plus intelligente que la règle de la légende, et ben non. Et moi j'ai volontairement sacrifié la quête, donc
Ouais, mais je trouve que c'était bien. Ensuite, il y a eu l'amende d'un automne, c'est quand Guenièvre vous a dit qu'elle voulait faire comme Merlin, mais en mieux, c'est-à-dire de faire un Kwisatz mais un vrai de vrai, qui d'ailleurs sera Galad, en prenant le corps d'un humain, l'enfant d'un humain très puissant. Donc elle le présente très bien, elle veut repousser les têtes gastes. Oui. Ouais, moi j'étais à fond derrière elle. Pour le coup, très réussi, mais ça, c'était juste à fond derrière elle parce qu'elle était bien incarnée. Oh là là, n'importe quoi, mais alors franchement... Et il y avait une fulgurance amoureuse. Et donc, là, c'était comment vous trahissez un peu Lancelot. Parce que... Un peu. Bah oui, on peut le dire. Beaucoup. À toi plus que les autres, je dirais. C'est un humain. Moi, moins que les autres, parce que moi, je l'ai pas trahi. J'étais pas allié avec lui. Ah d'accord, voilà, ok. Alors oui, tu veux pas trahir ce... Oui. Tu veux pas trahir ce que tu n'aimes pas de base, quoi. Exactement. Et ça donne des informations sur le fait que dès le début, vous voyez que le culte du dragon, par désespoir, hein, certainement, plus qu'autre chose, s'allie avec le temple. Et d'ailleurs, il y avait Harrington, le fils d'Arringdal, le fameux, qui portait la lance de Longinus, hein, et qui a été avec vous, et la Druidesse, c'est une membre du culte. Donc en fait, le culte, dès ces moments-là, et je pense que c'était intéressant de le voir dans les Arthuriades, est capable à toutes les compromissions pour garder le pouvoir. Ça aurait été d'autres personnes, il l'aurait fait, ça aurait été pas le temple, ça aurait été les Mists, il l'aurait fait aussi. Ça aurait été, voilà. Au moment d'Ering, fils d'Ering, j'avais un doute, c'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que il a été infiltré, est-ce que c'est un plan, ou est-ce que c'est le culte, etc., etc. J'étais pas certain à 100% qu'ils avaient pactisé avec. Par contre, c'est au moment de... C'était un peu de qui se sert de qui, ouais. Au moment de la tentative de ce qui s'est passé avec Guenièvre, ouais, là... Là, il y avait plus de doute. Là, il y avait plus de doute, hein. Tu pensais pas que c'était le culte, parce qu'on l'a su après quand on parle à Mélusine. J'avais de gros doutes. On pensait à ce moment... Non, parce que quand on en parle à Mélusine, on ne pense pas, à ce moment-là, que Mélusine était au courant. D'ailleurs, on lui révèle... Ah oui, dans le présent, quand on est revenu. Oui, mais quand on est revenu de l'effet Mnémos. Donc à ce moment-là, on pensait que c'était Morgane. Morgane, exactement. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr que c'était l'ensemble du culte, parce que on pensait que Morgane l'avait fait aussi à l'envers à Mélusine. Oui, c'est vrai. On pensait pas l'ensemble, mais on voyait bien Morgane. Vous voyez quand même les grands axes. Et la fin, finalement, donc Galad, vous vous occupez de Galad. Hein, donc à ce moment-là, j'ai décidé que ça serait le nouveau prince de l'archange, Zakai. Voilà. J'avais besoin de quelqu'un pour récupérer le Graal. Alors, je me suis dit, ça pouvait être vous, mais ça aurait pu, mais j'avais déjà la talente fugitive, j'avais déjà quelqu'un qui devait aller à Is, parce que j'étais un peu il y en avait une qui devait aller à Is, et j'en avais un qui était dans Lancelot, et donc j'avais plus trop le choix, je pouvais plus trop mettre quelqu'un qui allait chercher le Graal. Mais ça aurait pu être l'un d'entre vous et devenir l'archange Saint-Michel. Ça aurait été intéressant que ça soit vous, mais c'est plus possible parce que vous pouvez pas être dans le futur après. Bon bref, et ça finit avec Mordred où là on voit que le culte, tout le monde perd en fait, hein, tout le monde perd la main. Hein. Et c'est l'énigme qui vient essayer de ramasser tout à la fin en manipulant Mordred. Le combat contre Arthur, on n'a pas... C'est plus récent, le combat contre Arthur qui meurt, et puis le dragon qui se réveille avec la mort d'Arthur, et Galahad. Tiens, il y a un truc, t'as le texte hier qui est pourri, mais ouais. Voilà. Et je vais vous remettre. Et qui finit avec le combat des rois, et puis la fin des Arthuriades à ce moment-là, où tout le monde a perdu. Hein. Merlin a disparu, la force, c'est Lancelot qui va qui va un peu fuir l'endroit, et le culte, en fait, pareil, le dragon étant parti, ils ont plus rien à faire ici, hein. Ils n'ont plus qu'à se barrer. Oui, il est en Petite-Bretagne. En Petite-Bretagne. Ils essaient de reconstruire ça, mais beaucoup plus affaibli et dans un autre ère. Voilà. D'ailleurs, on croise Morgane en Petite-Bretagne à un moment, si mes souvenirs sont bons. Oui, parce que en fait, dans le passé, parce que Brocéliande est un endroit très important. C'est là d'ailleurs où vous rencontrez Lancelot. Tout à fait.
Et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de temps pour récapituler un peu tout. Et je vais revenir, où je vous laisse le diaporama où je reviens sur ça. Et je vais vous proposer quelques questions. Alors, soit vous voulez faire, parce qu'autrement on peut refaire beaucoup de choses. Mais moi, j'ai plusieurs questions sur quel a été votre moment préféré de la campagne. Ah, oui, il y en a beaucoup. Hein. Eh ben, Beaucoup de moments. un seul moment, parce que... Alors moi, alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est hors jeu. Parce que j'avais un reproche qui me montait en tête sur la campagne qui était là-dessus, et qui s'est à un moment complètement fait balayé par ce que tu as fait. Je me suis dit putain, mais ce qui nous arrive en fait, ça sert à rien, etc. J'ai pas honte de le dire hein, parce que j'ai totalement tort au final. Donc c'est ça qui est génial. À un moment, je me suis dit putain, mais ce qu'on a fait aux Arthuriades, au final, bon, voilà quoi, youpi. Et en fait, nos actions n'entraînent rien. Et en fait, mais tout entraîne quelque chose, mais tu t'en rends compte, en fait, c'est comme quand tu regardes une série, où tu regardes le premier épisode, le deuxième épisode, et en fait, les conséquences de ces épisodes, c'est au 6, 7, et moi j'étais pressé de les voir, tu vois, la conséquence, et au final, à un moment, j'ai eu le déclic, je fais, mais putain, j'ai fait ça a entraîné ça, et ça a fait ci, et ça a fait ça, et ça a fait ça, et là j'ai fait... Donc ouais, moi c'est pas un effet marquant, c'est vraiment un moment où j'ai réalisé, où je me suis dit putain merde, mais en fait ouais, ce qu'on a fait, ça a eu énormément d'impact sur la suite, et je trouve que ça a été très finement fait, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que tu le vois pas de suite. Et que tu t'en rendes compte à un moment donné. La première fois où il y a eu la première alerte, petite alerte, c'était celle qui dévoie, entre guillemets, Merlin, que en fait c'était moi qui avait fait bref, bouchez-vous, chasse aux oreilles de bêtises, l'apprentissage de la dame, et ensuite, en fait, on se rend compte que la fameuse nuit de Beltane, qui a un petit détail, une description, quand on te laisse le choix, est-ce que tu encourages à aller faire ci, ou est-ce que tu n'encourages pas à aller faire ça sur cette nuit de Beltane. Moi je me suis dit, bah, il me fait une question juste pour le fun, le fluff, le youpi, et en fait on se rend compte, bah non, que ça a un intérêt pour la suite de l'histoire, ça entraîne que tu rencontres tel PNJ. Parce que si tu avais dit non, Mordred n'aurait pas existé. Exactement, et c'est ça c'est ça que j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça purement génial, mais sur le coup tu vois, tu te dis ouais c'est pas pris en compte et tout, et c'est tellement fin et derrière en sous-main qu'à un moment tu écoutes ce qui se passe dans la campagne, et pendant la campagne, pendant le scénario, mais 10 séances plus tard tu vois, tu fais oh putain mais c'est ma faute. Ou c'est grâce à moi, des fois c'est arrivé aussi. C'est grâce à toi. Mais pour tous les péchis, ça a fait ça. C'est ça qui est bien. Honnêtement, la fulgurance amoureuse, au début, c'était du décorum. Pour moi, ce qu'on voyait sur la fulgurance amoureuse de Nelia et Guenièvre, pas grave, de toute façon. Pour moi, c'était du décorum au début. En fait, c'est capital pour la suite. Ça entraîne plein de choses, plein de choix, et ça, c'était super agréable. C'était un moment. Moi, c'est le moment où j'ai eu mon déclic que c'était un bon moment de jeu de rôle où je me suis dit putain, mais en fait, je kiffe. Je kiffe parce que c'est trop bien. En fait, ce qu'on dit, ça apporte. Allez, on passe la parole au Richas. Ou Neila. Neila, regarde le meilleur pour la fin, t'as raison. Vas-y, Richas. Moi, je pense que le passage puisqu'il faut en choisir un, j'ai bien aimé la dynamique. Je trouve qu'on a pu vraiment rentrer dans de l'antagonisme d'idées constructif, c'est-à-dire que ça a jamais bloqué, on a pu et ça a bien marché. Le groupe était vivant, à tel point que par moment on a phagocyté certaines parties et bloqué. C'est le maître de jeu qui disait bon bah faut jouer. Mais donc ça vivait.
et je pense que ça vivait de manière équilibrée, quoi. Personne mangeait personne. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Et sinon, je crois que le passage que j'ai préféré, c'est peut-être quand on a récupéré l'artefact de Mélusine au château, parce que ça a été un peu l'illustration où c'est un moment où on a vraiment été dans la construction, dans l'action, où on a pu construire, on était moins face à des forces beaucoup plus puissantes, et donc on a vraiment pu construire une voie et un axe, et c'est un passage où je trouve qu'on a, en termes d'efficacité, de rythme de jeu dans la construction, c'est un passage où je pense que le groupe a vraiment bien marché, avec des rebondissements fun qui se sont enchaînés, C'est vrai. beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un passage, voilà, si je dois en choisir un, c'est celui-là. Eh ben, moi, je sais pas si c'est le même qu'on parle, mais alors, pareil, j'ai pas de moment préféré à proprement parler parce que je me suis amusée tout le temps. Vraiment. Le RP entre nous était super. Enfin, franchement, j'ai adoré. En plus, les effets Mnemos, ça, c'était vraiment très très cool. Et il y a par contre un moment vraiment où ça m'a permis de lâcher quelque chose pareil, et je pense que c'est à peu près au même moment, hein. C'était justement le tout petit petit manoir ou le petit, voilà, au moment où justement on devait aller chercher effectivement je crois que c'était Mélusine, hein. Ah, je sais plus, c'était vraiment le petit truc templier, en fait. Non, pas l'hôpital psychiatrique, c'était même avant. À Fougères, quand vous allez chercher des informations sur où j'ai tué l'artefact. Moi, la secrétaire, voilà, où Orichas a tué sa secrétaire. J'ai aimé détester Orichas, quoi. Hein. Alors, voilà. non, c'est toi qui as torturé après les gens. je n'ai rien torturé du tout. Et en fait, c'est à ce moment-là où en fait, mon cerveau, il a fait « Ah mais oui, mais en fait, on s'en fout des humains !» Alors, si vous parlez de l'assassinat dans la maison qui est à Karnak, je fais remarquer que à Karnak, voilà. on s'est pris les arcanes majeures après aux fesses. C'est pas pour rien qu'on se prend la maison de Dieu. C'était vraiment le truc où ouais, non, mais effectivement, c'est un moment clé. J'étais vraiment en mode oui, allez, faut faire gaffe quand même, faut rentrer dans la maison, on fait genre avec les humains, on invente un truc, et vraiment quand Orichas il a tué la secrétaire, ça a brillé un truc dans ma tête, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, la vie des humains. Moi, j'étais dégoûté, quoi. J'étais dégoûté. Si important, si c'est caché, on s'en fout, quoi. C'est toi qui l'as torturé après, l'autre. J'ai rien dégoûté, j'étais obligé, quoi. Tu avais la main, elle était forcée, ultra forcée, supra forcée, quoi. Mais enfin, bon, moi, je connais Yann depuis. Je connais Orichas depuis suffisamment longtemps depuis Carthage pour que j'adore, que j'aime le détester. Donc ouais, mais voilà. Ça a débloqué quelque chose, et après j'ai vraiment me dire, mais en fait, si t'as pas besoin de sauver tous les humains que tu croises ou d'être gentil, enfin voilà, bah ouais, tu peux prendre d'autres décisions finalement. Et un peu comme après sur le chemin aventureux où il y avait les preuves de il y a un monstre qui va manger une pauvre fille. J'ai adoré. Ah ouais, bah on s'en fiche, moi je juste. Ouais, voilà. Alors j'ai adoré. J'arrive à ma deuxième question, parce que alors quel est le PNJ, et j'en veux deux en fait, le PNJ que vous avez adoré et le PNJ que vous avez le plus détesté, indépendamment de comment le MJ l'a joué. Alors je tiens à dire à tout le monde, Philippe est hors concours. Je voulais qu'on parle de Philippe. Je voulais qu'on parle de Philippe. Car Philippe a un petit message pour vous. Oh non, mon Philippe. Parce que Philippe est seul maintenant. Même si c'est qu'il est seul. Le pauvre. Non, je suis en exil, je peux pas venir te chercher. Il est majordome royal. Et Mélusine est où ? Elle a une balle dans la tête, dans la cacha. Elle est avec moi dans la cacha. Que va devenir son protecteur est plus là non plus, puisque... Il reste potentiellement Dahu. Non, elle est avec moi, Dahu. Non, Dahu elle est en bas. Elle est rentrée dans la cacha. Elle était au-dessus. Si. Elle était au-dessus. Je crois qu'elle est rentrée à un moment. Non, elle est rentrée. Les trois est enfermés dans la... Mais Philippe est seul. Morte. Elle avait fait un effet dragon à l'extérieur. Non, je vais faire... Attends, franchement, je vais passer des millénaires à avoir un kiff entre Dahu et Mélusine. Sûr, ils sont trois est enfermés, sûr.
Avec deux Néphilim qui potentiellement, si elles ont tout compris, me détestent. Et alors peut-être que Philippe se vautre dans vos chambres actuellement, mais un jour ou l'autre, il passera de majordome royal de Mélusine à pauvre R. En s'étant fait virer du manoir, certainement. Faut que quelqu'un aille le chercher. Philippe est hors catégorie, mais il fallait qu'on en parle quand même. On fait dans l'ordre. On va commencer par Millie. PNJ préféré, PNJ détesté. PNJ préféré. J'aurais dû donner les questions avant. C'est difficile. C'est difficile. Bah, il a pas tant apparu que ça, mais moi j'ai bien aimé Merlin, hein, pour le coup. Un peu égoïstement. Et lequel de Merlin parce qu'il y a ce Merlin là. Il y a ce Merlin là. Après, Merlin, il a toujours été correct avec Nayla, en fait. Hein. Il a même aidé, même quand il était pas très, très bien dans sa tête, il a même aidé à faire la porte pour qu'elle puisse retrouver ses camarades passés sur le chemin aventureux. Donc, c'est juste que, voilà, au départ, Nayla pensait juste qu'il s'est un peu foiré, effectivement, avec Arthur. Mais ça partait de... Enfin, elle a jamais été trop... voilà, c'est... Donc non, pour Nayla, pour le coup... Eh ben, on le met dans le PNJ préféré, le détesté. Oh, mais l'usine. Je savais que vous alliez adorer la détester. Ouais, mais à chaque fois, en plus, elle refusait plus ou moins de répondre aux questions de Nayla, et ça c'est un truc qui l'a... de ne pas avoir d'informations, c'est compliqué, et à chaque fois, c'était un peu... Mais non, toi, petit enfant, allez, tais-toi. Et au fur et à mesure qu'on a fait les effets Mnemos, en fait, Nayla se rend compte que... Ah mais non, mais en fait, j'étais ça avant. Et puis j'étais ça. Et là, tu réponds toujours pas à mes questions. Et il faut savoir que Mélusine, en fait, ne se rappelait pas de grand-chose. Elle non plus. Et qu'elle a passé... Plusieurs fois, je vous ai dit, elle a disparu, vous savez pas trop où elle est. Et vous pensez qu'elle faisait des trucs. Mais en fait, elle était enfermée dans son hermétèque à essayer de se rappeler ce qui s'était passé. Et elle a passé des jours et des jours à aller faire les bibliothèques pour essayer de se rappeler. Et c'est la malédiction des Néphilim, hein, de toute manière. N'oublions pas qu'on la voit pas dans les Arthuriades, Mélusine. Non. Elle y est pas dans les Arthuriades, Mélusine. Ce qui fait que ça peut symboliser que nous, on sait des choses qu'elle ne sait pas forcément. Parce qu'elle était pas on la voit, mais en figurant. En figurant, c'est vraiment une figurante. Notamment au couronnement d'Arthur. Exactement. Oui, elle est là vraiment en filigrane parce que elle est déjà en Petite-Bretagne. Et non, puis on peut se dire qu'elle discute avec les autres quand même. Vous pouvez vous imaginer que effectivement, alors encore une fois, hein, on est à un moment donné où, à part par magie, mais c'est pas si facile que ça. Et les distances sont longues. On communiquait pas du tout à l'époque comme on communique là, donc en fait, tu peux très bien passer à côté de quelque chose de très important. Donc Mélusine, on la met là, Orichas. On parle d'Orichas ou on parle de Yann? Ouais, voilà, c'est deux choses différentes. Non, mais je suis d'accord avec Yann pour le coup. Eh ben, Orichas / Yann. Oh, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà. Je savais. Qu'Orichas, en PNJ, on va dire pour Orichas, parce que Yann, il n'y a pas vraiment de PNJ, il n'y a pas de PNJ que j'ai trouvé mal écrit ou pas intéressant ou mal interprété, donc il n'y en a pas où j'ai dit là ce PNJ. Mais alors PNJ que ton personnage a détesté, voilà. Voilà, PNJ que mon personnage a détesté, je pense que c'est Arthur, le numéro 1. Je m'en doutais. Il n'y a pas photo. Moi, parce que sinon tu vas me couper parce qu'il n'y a plus trop de choix détestables. Non, mais c'est le détestable, hein. Ah ouais, voilà, bon, donc c'est le détestable. Alors, Même si le chien jaune n'est pas passé loin. Et je m'attendais celui-là. Et PNJ préféré pour la licorne, la Talente. Qui reste mystérieuse. Alors, vu qu'on parle du perso,
pour ma part, bon, PNJ préféré pour ma part, même si on l'a pas spécialement joué, mais pour mon personnage, c'était Nimu. Même si on l'a au final pas rencontré, ou voire très très peu. Et par contre, PNJ détesté, bah, c'est pas Mélusine que je te sors. Franchement, la pire, voilà, c'est pour moi la pire des pires, c'est Morgane, quoi. Morgane, c'était la haine pour mon perso. Je l'ai recroisé, c'était abominable, quoi. C'est pour mon perso, je précise. PNJ préféré pour Cyril, du coup, c'est Mélusine. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Mélusine, que j'ai trouvé détestable pour mon personnage, parce qu'on s'en envoyait plein la tête, mais moi j'avais bien ressenti l'effet perdu qu'elle avait. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Mélusine, parce que je voyais qu'elle gueulait parce qu'elle comprenait pas, en fait. J'avais vraiment ressenti ça. Et donc, moi, hors personnage, clairement, j'aimais bien Mélusine. Mais en personnage, je haïssais Morgane, surtout, mais en cours de partie, ça s'est bien développé en cours de partie. Et j'adorais Nimu, mon personnage. Bon, en plus, il n'a pas décidé, c'est juste comme ça, je me suis dit, allez hop, oups. Sinon, il y avait Galahad, bien sûr. Moi, je vote pour Erlingdale. J'ai bien aimé. Yann a beaucoup aimé le PNJ. Ah, ça, c'est Yann. Ça, c'est normal. Ça pourrait être un de tes personnages, ça. Erlingdale, fils, qui était un personnage intéressant. Mais il y a globalement, ça c'est un personnage officiel, hein, du lore. Enfin, entre guillemets, parce qu'il porte la lance de Longinus, mais ça pourrait être un autre membre du temple, hein, en vrai. Ah, je pense que Nelia arrivait pas. Je pense qu'on s'en débarrassait avec Ruchas. Alors, je n'aurais pas à ce moment-là rejeté la quête parce que c'était demandé par le culte du dragon qui m'avait trahi et fait enfermer juste avant. Je le tuais. Cash. Il survivait pas 5 minutes. Et il pouvait peut-être survivre en sortant la lance de Longinus. C'était sa seule. Oui, voilà. Ça c'est un autre détail, mais pour nous. Mais ouais, non, mais il survivait pas non plus, parce que c'était pas un combat. Enfin, c'était un bon combattant, mais c'était pas non plus. Oui, mais nous, on n'était pas des bons combattants. Et ça dépend des moments. Une autre question. Donc là, on a parlé des scènes préférées. Moi, j'ai une question sur vraiment quelque chose qui, un point que vous avez toujours pas compris. Un truc qui vous dit, mais voilà. Ça peut être une incohérence scénaristique aussi. Hein. Je suis très ouvert à ça parce que c'est pas facile de mélanger le présent, le futur et tout ce que vous avez pu faire. Et puis en plus, c'est une campagne qui a duré, en temps de jeu, pas en siècle pour le jeu, mais pour nous aussi, hein, en temps de joueurs. Et donc, il peut y avoir des incohérences. Mais voilà, est-ce qu'il y a un point, parce que je vous ai pas posé la question, mais c'est à ce moment-là où vous pouvez me dire, mais à quoi servait un tel, ou quelle était l'intrigue en dessous, ou machin. Si vous en avez, bien sûr. Ah, bah alors oui, moi j'ai une question. Du coup, j'ai une question sur la maison Dieu quand on la croise. En fait, c'était que du décorum, la femme et l'enfant, ou... Parce que moi, je m'attendais à ce que ça devienne des PNJ récurrents, tu vois, qu'on allait recroiser. Au final, pas du tout, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que c'est vraiment les conséquences du massacre? Alors, c'est exactement les conséquences du massacre, hein, en fait. Hein. C'est parce que c'est... Et ils surveillent l'activité du temple. En fait, la maison Dieu s'assure que... comment dire que les secrets Néphilim ne soient pas ébruités. C'est ça vraiment leur mission. Et donc, ils s'opposent à la révélation de secrets, donc font en sorte que les Néphilim passent pas dans la presse. Typiquement, ils peuvent aller tuer quelqu'un qui pourrait dénoncer les Néphilim. Ils s'opposent vraiment aux Templiers, hein, c'est vraiment deux trucs, enfin c'est vraiment Maison Dieu et Temple, c'est vraiment... Et donc, du moment où vous avez évité un peu les Templiers, eux ils étaient pas tant en retrait, alors j'avais des potentiels, hein, en fait je gérais en potentiel chaque faction. Et donc à un moment vous les activiez, et après, une fois que vous étiez avec la justice et que vous avez fait quelque part un accord avec la justice, puisque vous avez trouvé un terrain d'entente, la maison Dieu se mettait en sourdine en attendant que la justice demande ce qu'il y avait à faire. Donc, après c'est passé assez... En fait,
temps de jeu pour nous joueurs, c'est été assez long, mais en nombre de jours pour les PJ, ça a été assez rapide en vrai. Une fois que vous avez enchaîné les zones Phalos, ça s'est passé en 3 semaines à peu près. J'avais suivi le truc, au moins 3 semaines. Et donc ils n'ont pas le temps non plus d'être partout. Enfin, c'est pas des dieux, donc ils courent après, ils vous courent après, et surtout que vous n'avez pas redonné beaucoup d'infos à la justice, que vous avez coupé les flux d'informations. Donc en fait, ils se sont retrouvés à court. Alors bien sûr, imaginez qu'ils sont allés voir à Brennilis ce qui s'est passé, mais ils sont arrivés, c'était cramé, ils savaient pas. Et puis vous étiez déjà au Mont Saint-Michel, plus ou moins. Donc oui, alors c'était pas pour le décorum, parce que je voulais les faire, en fait c'est des personnages que je voulais faire revenir, mais ils avaient pas de... Enfin voilà, à moins d'en faire des dieux, en fait, qui étaient au courant de choses, ils pouvaient pas être au courant, parce que le culte en même temps fait en sorte que vous soyez discret, enfin vous voyez, il y a quand même... il reste pas inactif, donc voilà. Surtout que Lusignan, comme je vous l'ai dit, est vraiment protégé. C'est une demeure philosophale, qui est protégée par une magie, la magie de Mélusine, très puissante. Et donc, si la maison de Dieu se pointe, ils sont au courant. D'ailleurs, ils ont peut-être même pas envie d'y aller. Rappelez-vous, c'est Saldek, je sais plus lequel. Oui, c'est Saldek. Qui est arrivé, il faut que je me barre, je peux pas rester là en fait. La magie est telle que, en fait, ils doivent partir. Donc voilà, quand vous êtes chez Mélusine, vous disparaissez à la vue et au sud de tous. Enfin, sauf de Mélusine, qui est là. Voilà, donc oui, plus pour... Et puis c'était aussi un moment donné où vous posiez beaucoup de questions, et je trouvais que c'était intéressant de les mettre. Une fois que j'ai compris que vous n'alliez pas vous vendre à la justice, l'affaire était faite pour moi. Pas passé loin encore une fois. C'est pas passé loin, c'est passé à une fin de partie où Yann était parti. Non mais c'est ça. Hein. C'est oui, vrai, bien sûr, je me rappelle. J'ai pas influencé sur ça. Hein. C'est passé vraiment pas loin. Surtout que il aurait pu vous protéger des créatures de cabale. Hein. Vous aurez fait un accord avec lui. Ils sont assez puissants pour faire en sorte de négocier pour que votre pacte soit levé. Ça leur coûtera beaucoup, mais. C'était. Est-ce que quelqu'un d'autre a un point quelque chose peut-être sur la famille du coup qui était près de la centrale aussi, enfin non pas de la centrale aussi, dans les monts d'arrêt, les descendants de Mordred. ouais. Alors c'est bien parce que pour le coup alors, ils deviennent que c'est des fous furieux. Donc c'est les comment ils s'appellent, Merdro, je sais plus comment. Les descendants de Carmédro. Ils ont tourné en groupe, c'était des consanguins. Médro de Carmédro. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est du officiel. Ça date du souffle du dragon, la première version, et il n'y a pas de lien parce que comme ça joue pas avec le souffle, en fait c'est la référence à Mordred. C'est la seule référence dans la version du souffle à Mordred. Et en fait, il est dit, mais chacun, officiellement, c'est censé être des descendants de Mordred, dégénérés, qui sont siècle après siècle ici, et qui sont venus à l'époque pour essayer de réveiller le dragon, et ils se fritent avec les... Bref. C'est juste cette référence. Moi, j'en ai fait plutôt une famille de tarés, mais c'est la seule fois où Naëla c'est vraiment, enfin l'une des rares fois où Naëla s'est vraiment énervée et elle était prête à y retourner et à cramer la baraque. Elle a été à ça d'y rester à la baraque, d'y faire ses pénites. Mais elle était, elle a failli tuer le vieux. Ils ont vraiment, en fait, c'est pas des Templiers, hein. Et donc ils ont leur propre magie. D'ailleurs, le domaine est protégé quand vous étiez arrivé. Ils savaient que vous étiez des Néphilim, en fait, du moment où vous avez traversé, vous avez senti quelque chose, ils savaient que vous étiez des Néphilim, mais en fait, ces mecs, ils sont complètement fous, et donc ils avaient envie de vous mettre en homoncule, il y en avait un qui avait envie de vous chasser, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'avais, entre guillemets, écrit, puisque ça a vite dégénéré en une espèce de tuerie, alors que moi je pensais qu'en fait ils allaient vous enfermer, puis en fait ils voulaient vous chasser, en fait, une espèce de chasse saturnale. Il y a eu un fumble au moment où ils tirent de... ils ont eu pas de bol. Par contre c'est l'histoire d'une famille qui avait pas eu de chance. Hein. C'est vraiment pas... Et donc elle n'a aucun autre rôle, enfin vraiment il n'y a aucun autre rôle que vous donner en quelque part l'accès au mont, à la chapelle Saint-Michel,
qui est dans les monts d'arrêt, et c'est le seul, donc ça n'a pas vraiment... D'ailleurs, rappelez-vous, comment vous y allez, c'est vraiment par hasard, en fait. C'est vraiment un truc... Toujours du hasard, toujours. Ils étaient pas liés du tout avec l'Ankou. Non. Oui. Non, l'Ankou, il les connaît non, certainement. pas, je crois que... Non, c'est dit. Donc, c'est plutôt... Moi, je me suis dit, étant donné que dans le passé, t'avais Mordred qui était lié avec, je sais plus son nom originel, mais avec l'Ankou, je me suis dit, tiens, c'est le parallèle dans le futur où l'Ankou qui est juste à côté géographiquement. C'est un écho de la folie de Mordred, en fait. C'est pour dire que Mordred était fou. D'ailleurs, j'ai un peu rejoué comme Médro de Carmédro. Mordred est complètement fou, en fait. Il chasse la licorne, voilà. Et Médro de Carmédro, c'est le même. D'ailleurs, j'ai repris un peu, quand j'ai joué Mordred, j'ai repris dans ma tête comment lui, le Médro de Carmédro, dont le nom est quand même bien merdique. Et puis voilà, ces familles dégénérées, ça a donné lieu, moi, une de mes scènes d'anthologie, hein, quand il y en a un qui rentre avec son fusil, qui c'est du grand n'importe quoi. Il tire, il tue sa sœur, enfin bon bref. Ouais, sa sœur qui est en fait c'est sa sœur mais c'est sa femme en fait, qui est en train de, bon bref, voilà. Donc non, c'est pas, voilà, il y a pas de gros mystère en vrai, et c'est juste intéressant. Voilà, c'est juste un écho de Mordred dans le présent. Le culte du dragon. Et Orishas, il a droit à son... Ah, pardon. Non, mais j'ai... Si, du coup... quand on voit dans le dragon, on peut éventuellement s'y soumettre ou échapper. Mais en gros, ils étaient... Bon, Farallon s'est soumis à la fin, il a été complètement... N'importe quoi. Si, toi, à la fin, quand tu arrives... C'est faux. Avant... J'ai des vidéos. C'est faux. Quand tu te soumets au souffle du dragon, au regard du dragon d'ailleurs, c'est plus le regard que le souffle, tout dépend déjà de ton jet de cas dominant. C'est la base. Est-ce que tu es capable de soutenir ou est-ce que tu vas devenir complètement fou, que tu sois humain? Alors si tu es humain, ton esprit est consumé, si tu es néphilim, tu vas prendre de la folie. Et effectivement, le dragon t'offre de la puissance, de la sapience, enfin, il va essayer de te manipuler, en fait. Il va essayer de te dire qu'avec lui, tu auras ce que tu veux. Pourquoi il le fait? C'est parce que ça reste... c'est un ensemble de caïms à la base, hein. C'est une alliance de caïms. Ah oui, je vous ai déjà expliqué. Et c'est assez perverti, et c'est eux qui ont créé les effets dragons, en fait. La perversion des champs magiques. Donc c'est plutôt une créature qui va te faire croire qu'elle peut t'amener beaucoup de puissance, mais à la fin, qu'il n'y ait aucun doute, les prêtresses du culte de dragon sont sous la domination de dragons. Mais c'est pas, elle le contrôle pas. Organe, machin, elle pense se contrôler, mais en fait c'est un tout. Voilà. Et est-ce qu'il a d'intérêt à tout détruire? Pas forcément. D'ailleurs, il pourrait tout détruire à un moment donné, parce c'est vraiment une puissance primordiale, mais pas forcément, il n'a pas d'intérêt à tout détruire. Par contre, il a intérêt à foutre le chaos et la magie, et on peut d'ailleurs, c'est comme le problème avec Néphilim, c'est que moi je sais pas ce que pense un dragon en tant que MJ. Je peux que essayer de dessiner des traits, et de ce que ça peut être. Donc ouais, en fait tu as ce que tu veux, et la magie, parce qu'il y a une voie de magie, hein, du culte du dragon, là, c'est une voie de magie comme vous savez, vous avez vos voies, hein. Au second cercle, tu peux choisir cette voie, et tout va être dans la manipulation des effets dragon, et c'est une voie assez puissante, c'est un peu comme le côté obscur de la force, c'est-à-dire tu vas devenir vite puissant, mais en fait le grand secret c'est que tu te rends compte qu'en fait t'es juste un pion du dragon. Mais par contre t'es puissant. Comme Morgane et autres. C'est-à-dire qu'on a renoncé à la puissance parce qu'on n'a pas voulu s'initier. Et vous auriez pu, parce que en fait, tu peux avoir accès à plein de sorts. Mais vraiment des sorts qui peuvent être assez intéressants en fait. Hein, enfin intéressants qu'ont les prêtresses. Et t'as toute une voie comme ça qui est décrite, hein, avec plein mais de sorts. Rassure-toi, Farallon et Orishas ont été initiés. Ouais. Non, j'ai pas été initié, bordel.
C'est non. Je dis surcroît, c'est tout en pas bloc. Non, mais arrête de dire. Ne lui donne pas raison, mon sang. Alors, on va dire que c'était à la toute fin, et en même temps, ça veut dire que t'étais tranquille parce que le docteur Derigo, a priori, était Ah oui, c'est fini. dans le. Voilà, tu serais pu tomber en narcose après. Farallon, tu avais encore un point. Ouais, une petite question en fait. Hormis, est-ce que le culte du dragon, hormis donc Mélusine, est-ce qu'il avait survécu à travers les siècles? Alors, il a survécu, mais essentiellement c'est Mélusine, et en plus, assez faiblement. En fait, après Is, le culte du dragon s'endort. Pourquoi ? Parce que le dragon il n'était pas comme ça du tout en Bretagne. En Bretagne, il n'était pas enfermé, comme il est enfermé sous le Mont Saint-Michel. Il était libre, enfin une certaine liberté en tout cas, il était maîtrisé, il se laissait maîtriser. Il y avait même des endroits dans le Marais où il était vraiment très présent, dans le Marais où vous êtes allé. Alors qu'en Bretagne, il est complètement sous le joug de Saint-Michel, des chaînes d'Aurical, de la table ronde. Donc en fait, la magie est moins puissante. Et d'ailleurs, Mélusine, au début, quand elle se réveille, vous voyez qu'elle doit réapprendre la puissance du dragon et qu'elle ne peut faire des sorts qu'à la fin. Je sais pas si vous avez vu, c'est au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Oui, mais ça passait sur le côté que ça avait... Au tout début, elle en fait 2-3 sympathiques quand même. Hein. Mais c'est la magie classique, c'est pas de la magie du dragon. Il y avait le côté aussi qu'elle venait de se réveiller après super longtemps dans Akasha, donc c'est vrai que c'est pas passé vraiment comme quelque chose de bizarre. De bizarre, en tout cas pour moi. Et elle fait la cabale par exemple, mais c'est pas du tout sa voix au début. C'est vraiment la cabale, c'est pas du tout... c'est pas une kabbaliste. Et à la fin, elle vient faire le rituel pour réveiller le dragon. Donc en fait, pareil, le culte se réveille et je lui redonne des potentiels. Chaque fois que vous faisiez un truc, vous réveillez un Omphalos. Vous avez plus de pouvoir, plus de personnes, plus d'objets magiques. Vous avez eu un objet magique à un moment donné. On l'a un peu oublié, mais vous avez eu un objet magique. Si, on l'a utilisé. Mais vous en avez d'autres, vous pouviez en avoir d'autres. Ils avaient 5-6 objets magiques comme ça qui récupéraient. Ils envoyaient des gens, ils récupéraient. Voilà. Mais effectivement, le culte s'est endormi entre, on va dire, le 6e siècle et nos jours. Ce que tout le monde a apprécié au niveau de la force, et puis Lancelot s'est assuré que ça soit le cas, entre autres. Et ouais, en PNJ, je fais bien mon boulot. En RPG aussi. Non, je rigole. Moi j'ai une question, ce qui est toujours une question qui est très liée à Néphilim. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre personnage évoluait dans cette campagne ? C'est-à-dire en termes de puissance ou en termes statistiques ou en termes de... Pas forcément en termes de statistiques, mais en termes oui, il a évolué complètement. Les points de vue, ils changent drastiquement. Hein. Mais drastiquement. À tel point que j'avais des certitudes avec mon personnage et à la fin, j'en avais plus aucune. Ah oui, complètement. En termes d'XP, c'est tellement bizarre... Néphilim que tu sais pas trop si t'évolues. Oui, t'évolues, mais c'est tellement à part, je trouve que c'est compliqué de parler de ça. Parce que tu peux trouver un sort à un endroit, c'est pas vraiment de l'XP. Enfin bon, bref. Mais en termes d'évolution de personnage et de point de vue, ouais, moi j'ai beaucoup évolué je trouve. Ouais, pareil. Moi je pense que mon personnage a quand même évolué, puis en plus elle a changé plusieurs fois du coup. Ah, je trouve que c'est le plus. Voilà. Mais par contre, frustré effectivement en termes de fiche technique du personnage, on va dire. À tel point que dès le moment, je me suis vraiment demandé, mais ok, on est censé apprendre de nouvelles choses, ou on est censé redécouvrir avec les souvenirs, etc. Mais en fait, dans les films, il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, où j'ai fait un bond avec comment il s'appelle, avec Farallon, c'est un moment, tu sais, quand toi tu finis avec le roi pêcheur, j'avais récupéré des parchemins à l'intérieur du truc. Ces parchemins, c'était vraiment les parchemins et je les ai lus. Et donc ça a eu des conséquences entre guillemets hors XP qui étaient liées à la découverte du truc. Ce qui fait que j'avais des stats de savoir occulte énormes. Mais voilà, là j'ai bien senti point de vue stat moi de mon côté.
En savoir occulte, en tout cas. Tout le reste, j'ai fait comme vous. Mais en savoir occulte, à un moment, ça s'est peut-être pas vu, mais j'ai pris, je sais plus, 7-8 niveaux d'un coup, quoi. Ah oui. À dispatcher, ouais, je m'en souviens. À 7 degrés, oui. Ouais, et c'est certainement mea culpa, j'ai pas donné assez de points de sapience ou de XP. C'est très difficile à mesurer parce qu'en fait, ça va. Alors, je pense quand même que votre personnage en puissance, si on parle de la puissance, hein, je parle de la puissance entre le début et la fin, c'est pas la même chose. Il y a un effet un peu pervers avec l'effet Mnemos où vous revenez en arrière, c'est un peu pervers comme truc. C'est pas facile à gérer parce que en fait, ça se trouve à l'époque vous étiez plus puissant qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas voulu faire parce que ça commençait à être vraiment des calculs d'apothicaire pour augmenter les Arturia, des machins. Voilà. Donc, à un moment donné, je dois dire que je suis sorti un peu du système en disant bon, voilà, le système de points de sapience, ça fonctionne pas. Mais je pense qu'effectivement, j'aurais pu donner un peu plus de points de sapience et un peu plus de sorts. Parce qu'en fait, même en donnant plus des sciences occultes, ça vous rend pas bien plus puissant. C'est pas en avoir beaucoup plus qui vous rend bien plus puissant. Ça donne plus de choix de résolution. Ça donne plus d'options, mais pas forcément de puissance. Est-ce que c'est un peu fait comme ça parce que on veut pas que les Néphilim soient des dieux. Enfin, autrement dans le jeu, c'est même Merlin est pas un dieu tout puissant. Il a un certain nombre de sorts, de machin, et encore, ça se trouve, il en connaît moins que vous, vu son état. Moi, je me suis senti quand même plus fort à la fin, en termes de stats. Hein. Je me suis senti plus fort. Mais j'ai quand même monté un K, hein, un degré de K. Et j'ai eu des sorts. Non, j'ai évolué. Alors, pas en termes de... On n'est peut-être pas omnipotent à la fin, ça c'est clair. Après, ça vient peut-être du fait aussi que vous aviez déjà joué à Néphilim, mais peut-être... peut-être un peu plus comment gérer aussi votre... En stats, mon premier personnage de Néphilim dans la campagne 10, c'était une catastrophe. Orichas veut dire est-ce que son personnage a évolué? Alors, mon personnage a évolué, il est très désabusé. En fait, à la fin, de toute manière, il veut mourir et être détruit. Et quelque part, que tout soit détruit avec, ça lui convient tout à fait. Parce que tout le monde l'a trahi. Absolument tout le monde dans la campagne. C'est dur, c'est dur. Et c'est comme ça qu'il a vécu, hein, à la fin, vous plus ou moins, mais et encore, même indirectement, il sait. Et en termes d'évolution, oui, on n'a pas beaucoup évolué. Je nous ai trouvé très faibles, beaucoup plus faibles. En fait, tout antagonisme qu'on a rencontré, il n'y en a aucun des antagonistes, que ce soit le Temple ou autre, où on était vraiment au niveau. Si. À un moment, je me suis mis un Templier dans la ville-là, je l'ai tranché en deux. Hein. Le seul moment où réellement on l'a fait, c'est parce qu'on a fait des critiques. Et il y a un moment où tu l'as fait, il y a une partie où on a vu, on a fait 3-4 critiques d'affilée. Le chef des Templiers. C'est celui-là. Donc, mon ressenti, c'est qu'en fait, tous les PNJ qu'on a affrontés, et je pense que c'est la manière dont on a construit, on n'a pas optimisé, on n'a pas cherché à le faire, on les a... les Templiers, tous les Templiers qu'on a combattus étaient plus forts que nous. De par notre construction. En pourcentage, ils étaient plus hauts. On partait avec 10 à 20% de moins, et pas que les grands maîtres, hein, parce qu'on n'était qu'à 60%. Et ensuite, il y a un point, j'en avais parlé, il y a quelque chose où je pense que dans la mécanique de jeu, il y a quelque chose qui ne va pas dans la magie. Il y a certains sorts de magie qui sont très mal écrits, qui ne sont pas jouables du tout. C'est-à-dire que la magie de combat, elle n'est pas jouable à mon sens. J'avais des sorts au départ, sur les sorts que j'avais au départ, sur les sorts de combat, il y a l'épée parce qu'elle dure 1 heure, donc tu peux l'invoquer avant le combat. Toutes les autres, tu les joues à la place d'une action de combat. Un combat, ça dure 3 rounds. Et par exemple, le sort qui te donne des boosts en combat, des jets, je l'ai placé une fois, il a servi à rien. Et donc, la magie, il me semble que dans la première version, les magies, soit ils sont trop courts, il me semble que dans la toute première version du jeu, il y a longtemps, c'était une action gratuite de lancer un sort, et ça remplaçait pas ton action. Donc c'était trop fort. Donc ils l'ont mis, je crois, dans les dernières versions, c'est une action complexe.
mais du coup ils sont trop courts parce que Ouais, t'as tu la vas mémoire prendre. courte, hein. Yann, dans la première version de Nephilim, on était vachement plus faible. Ben, là, je te dis, les sorts, j'avais 3 sorts de combat. J'en ai joué 2. Enfin, Mais, il y a 3 ouais, sorts de mais combat que j'ai pas il y pu a- jouer. J'ai pas trouvé il y a- d'occasion. Et j'ai Il y en a essayé qui tout le long. marchent bien, le cri pyrétique, ce genre de choses, ça fonctionne bien. Oui, le cri pyrétique, mais c'est du dégât de zone. En fait, c'est une attaque. Ouais. Et la Et- frénésie, par exemple. Mais moi je suis d'accord, hein, même l'armure. la durée est pas forcément la bonne. Après sur la puissance, je reviens sur ce que tu disais, la puissance quand comment dire, quand vous combattez ou d'autres adversaires, quand même, la plupart du temps vous êtes à peu près pareil. Le sujet, je pense, c'est un des sujets, c'était est-ce qu'on utilisait toutes les approches, les métamorphoses, etc. Et en fait, à un moment donné, vous êtes lâché. Et vous avez commencé à beaucoup plus les utiliser parce que de toute façon vous étiez repéré, etc. Et là, moi j'ai commencé. Là, on a vu la différence. Ouais, tu nous as fait la grosse punition à ce moment-là aussi. Hein. On Oui, s'est pris ouais, un j'ai effet fait la Rosencross de la mort qui tue. Hein. Ah bah, On ouais, a mais pas bon, qu'à- et tiens. Mais je suis d'accord, le système de combat, en vrai, est inutilisable, d'après moi. Mais je suis MJ de Nephilim, hein, donc je peux le dire. Hein. Il est pas utilisable. Il y a plusieurs versions en plus du système de combat dans l'édition Légende. Il y a l'édition tactique là et les sorts sont basés sur la partie tactique. Et il y a l'option que moi j'ai utilisée où tu fais un seul jet, etc. C'est simplifié. Mais là, du coup, tu perds en fait un peu le côté tactique des sorts. Et j'aurais certainement dû les retravailler pour effectivement faire que le manteau élémentaire il dure 1 heure, on s'en fout en vrai. Parce que de toute façon tu relances. Et d'ailleurs, si vous regardez, j'ai rarement fait en round. Est-ce qu'à un moment j'ai dit tiens, initiative, round? Je pense quasi jamais. Parce que. Non, mais je l'ai compté, moi. Moi, je le comptais. Ouais. Parce que tu es voilà. un fou à la table. Non, mais je ça me dérange pas. Mais quand ça me je dérange jetais pas. le manteau, tout seul, je comptais, je disais là c'est bon, j'ai agi tant de fois, il disparaît. Et mais il y a des problèmes structurels au système qui essaye de gérer en fait la puissance de Nephilim mais qui est compliqué. Et je suis d'accord avec Monte Cristo. La première édition, les Nephilim étaient vraiment des sous-nés. Ah oui, complètement. Mais vraiment, Complètement. parce que on était sur du cas qui allait de 0 à 100 et on commençait genre à 18 ou 19. Et moi, pour avoir joué à l'époque, gagner 1 point de cas, et c'est-à-dire 1% de cas, c'était. Je crois que j'avais fini à 23 ou 24 avec un de mes personnages, sur 100. Enfin, sur 100, je suis pas sûr si c'est sur 100, mais enfin 24. Et donc, c'est pas la même puissance. Et voilà, après, c'est vrai que les approches vous permettent quand même de bien booster. Parce qu'à chaque fois que vous avez fait les approches, je pense que vous. Moi, je vais dire un truc, c'est que vous avez vraiment pas eu de chance quand même au dé. Et ça, statistiquement, ça a vraiment joué. Rappelez-vous le nombre de parties où à la fin on s'est dit mais on a vraiment pas eu de chance quoi. Mais vraiment, et des séries évidemment entières. au dernier moment, hop, Moi, je trouve le pire de la malchance, ça a été la première mort de Nelia. Quand on se fait choper, tu sais, dans les escaliers là, c'était horrible. Là, c'était horrible. Mais après, moi, je me suis vengé. Hein. J'ai eu 2 passages où j'ai eu du bol quand même. Ouais, Non. mais Moi, je bien me suis sûr. pas vengé. Mais honnêtement, statistiquement, alors en plus, moi j'ai un peu de chance au dé, je dois bien avouer. Et donc, il y a vraiment des moments où, comme on enregistre, bien sûr, j'interprète le résultat, qui est positif ou négatif. Mais vraiment, il y a des fois où je me dis, mais c'est pas possible, je sais pas comment m'en sortir, moi, en tant que MJ, avec ces jets-là. C'est impossible. C'est vraiment, à un moment quand on était à Douarnenez, ou près de Douarnenez, il y avait les Templiers, j'enchaînais les dés, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont tous claquer dans cette maison sans squat, c'est pas incroyable. Et pourtant, le mec, il était pas si balèze que ça, en fait. Il avait pas 200, loin de là, je crois qu'il avait 60, un truc comme ça. Mais si moi je fais 50, ça fait 5 niveaux, et vous faisiez 99, ou je sais plus, il y avait une série à 98, 99. Et en fait, Mais ce qu'il faut voir aussi, mais ça fait c'est partie pour les joueurs qui feront des personnages de Nephilim Légende. Moi, je trouve que, alors, c'est très compliqué de faire un personnage, on va dire, efficace. Moi, j'ai eu mon brouillon. Mon brouillon, c'était mon personnage que j'ai joué dans
dans la campagne 10, je me suis régalé avec lui au passage, ceci dit. Mais alors, je crois que je comprends ce que tu as dit, Milly, sur le personnage, parce que je me suis senti nul, mais nul. En tant que mon personnage, je trouvais nul, mais nul. Je regardais, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, ça t'empêche pas de t'amuser parce que t'as des sorts qui sont tellement incongrus que tu arrives à les caser. Et des fois, t'es heureux parce que t'as casé ton sort. T'arrives à faire ton invocation. Et donc, si tu veux faire un personnage qui va être vraiment, qui va servir, on va dire, à quelque chose dans une campagne, un film, c'est pas évident. C'est pas évident. Et il y a un autre point, c'est que on connaît pas forcément la campagne avant. Et exactement. Là, des savoirs qui n'ont. Et en fait, il y a 90% ou 80% des savoirs, qui sont inutilisables pour cette campagne parce qu'elle est quand même, malheureusement ou heureusement, parce qu'elle est très focusée sur un certain nombre de thèmes. Et heureusement parce qu'autrement c'est pas possible d'aller dans tous les chemins de tous les personnages. Donc c'est pas une campagne qui est, comment dire, c'est une campagne classique de Nephilim, mais c'est pas une campagne qui te permet de développer ton personnage. Au sens où si vous avez envie de travailler sur un savoir particulier occulte, vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps en fait, il n'y a aucune opportunité de se poser. Il y a 3 semaines, dire, ça se passe en la fin de 3 semaines, ou enfin tu vois, entre septembre et novembre, tu vois, quelque chose comme ça, avec des temps un peu longs au début, mais et en fait t'es tellement dans une intrigue, et c'est peut-être mon reproche ou pas, parce que ça fait partie, c'est que cette campagne a été écrite pour que les joueurs découvrent Nephilim et ne se perdent pas dans Nephilim. Au sens où tu as des campagnes comme celle à Prague qui est beaucoup plus ouverte, et en fait chaque Nephilim peut apporter envie d'apporter d'investiguer une voie, il peut le faire. Là en fait c'est limité, et à un moment je me suis dit est-ce que je vais ouvrir, mais même moi je me perdais, c'est-à-dire que vu les différents protagonistes, si je commençais à aller vers la Porte Noire par exemple, qui était quelque chose que je voulais explorer à un moment donné pour le personnage de Réchalk, et c'était oui, un lapsus intéressant de Réchalk. Voilà, mais c'est vrai que moi c'est mon reproche de cette campagne, enfin c'est mon reproche, c'est pas mon reproche, elle est écrite et elle est assez linéaire, en vrai elle est, j'ai pas d'autres mots, elle est, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez les zones phallosains, il n'y a pas de sujet, mais c'est... Autre point en termes de progression, au début de la campagne, je pense que tu as donné beaucoup moins de points que ce que tu avais prévu au départ, puisqu'au début de la campagne, au tout début du scénario, tu avais dit à la fin, vous aurez tous, allez, vous pourrez prendre au moins 2 points de cas en progression. Donc je pense qu'en termes de progression, ce que tu avais imaginé, effectivement, ça a été très en dessous de ce que toi tu avais prévu en termes de progression. Ouais. Je voyais pas, c'est toujours comme ça qu'on apprend. Je pense que j'aurais donné plus, mais après j'arrivais pas à mesurer la puissance du Nephilim et comment ça peut balayer. Pas facile, en fait. Ouais. Parce que tu vas avoir un joueur qui maîtrise son sujet, qui va te faire un personnage qui vraiment va être bien déjà de base, et en donnant l'XP tu vas faire, et t'as le personnage comme mon Nephilim d'air que j'avais fait, qui a rien compris au système, et qui va t'avoir fait une catastrophe en termes de personnages. Je dis n'importe quoi, il n'y a jamais de catastrophe, l'important c'est qu'on s'amuse. Nephilim te permet, et ça c'est un truc cool, c'est que même si t'es nul, tu peux avoir le sort qui fait que ça va te servir à un endroit, etc. C'est un peu moins frustrant que certains jeux. En termes de compétences, si tu saupoudres, ça marche pas. T'es cuit. Ça marche pas. En fait, il y a trop de compétences. Je pense que Neila et moi, on a trop saupoudré. Ouais, tout à fait. Toi, je sais pas. Moi, j'ai eu un gros boost. Hein. Honnêtement, les parchemins, ça m'a fait un très très gros boost. Mais j'ai vraiment saupoudré, et à un moment donné, j'ai dit j'ai 60% dans ma compétence la plus haute. Ça semble énorme, mais en fait, c'est. En fait, si, c'est bien, mais c'est. Et en fait, effectivement. Plus de 20%, le groupe doit. Aussi, hein. Ça, ouais, le groupe doit vraiment. Alors, il y a 2 sujets. Le groupe, il doit être complémentaire, parce qu'on l'a pas vraiment fait, mais bon, finalement, on y est quand même arrivé.
Et deuxièmement, il faut que je limite parce que les nombres de compétences. En fait, il y a trop de compétences, ce qui fait que tu saupoudres. Et il y a des compétences en fait que j'ai jamais utilisées, mais c'est un peu le tort du basic system, du D20, du D100 pardon. T'as souvent beaucoup de compétences, tu regardes Cthulhu, tu regardes les autres jeux, et tu n'utilises pas toutes les compétences. Mais je pense qu'il faut limiter tout ce qui est autour du combat. Enfin, tu peux limiter les compétences à une quinzaine au lieu des 30 qu'il y a là, et ça peut effectivement permettre de booster un peu. Après, encore une fois, c'est quand même une édition où les Nephilim sont bien plus puissants au début. Mais bien plus, parce que je l'ai vu sur les autres que j'avais fait. Voilà. Mais donc c'était une question parce que je savais que ça allait lever. J'avais noté plusieurs fois ce point. Ça me servira à construire. Puis, de toute façon, on a beau mettre des compétences, si les jets de dés ils suivent pas. Honnêtement, je me trouve pas nul. Vraiment, je me trouve pas nul. Je regarde ma fiche, je me trouve ok. Je me trouve moyen. Je me trouve pas surpuissant en fin de campagne, mais je me trouve ok, tout à fait. Après, les savoirs ésotériques, on voit que j'ai 3,80% quoi, dans les savoirs ésotériques. Et là, j'ai senti le parchemin, tu sais. Mais ça fait partie du jeu, quoi, en fait, quand tu tombes dessus. Et moi, c'est vrai que bien aimé, les derniers scénarios, je vous ai pas donné de point de sapience. À propos, parce qu'on est arrivé à la fin, et puis voilà, jamais vraiment eu le temps. Je vais finir. Comme ça, on va finir sur une dernière question quand même. Il arrive le moment où il faut savoir poser définitivement le mot fin sur ce que nous avons fait. Et moi, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette campagne? Mais c'est pas la scène, hein, c'est voilà votre point sur. Et ça peut être, c'est pas forcément le jeu lui-même, c'est le groupe, ça peut être tout ce que vous voulez. Le format, le MJ, hein, vous avez le droit de dire que c'est le MJ que vous avez le plus plu. Enfin, bon, je vous donne pas de pistes, mais voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Alors même si a priori en vidéo c'était compliqué, certains se perdaient, mais moi j'ai beaucoup aimé les retours dans le temps, hein. Enfin les effets Mnemos. Hein. Ah ouais, clairement. Et puis après la dynamique Naila et enfin vraiment et Farlan du coup. Ah, ouais, où il y a des moments où on était vraiment hyper synchro. Ah mais c'était trop bien. Ouais. Passage préféré, oui, excuse-moi, c'est mes sorties de lit, c'est l'infiltration pour récupérer les miroirs. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Non, mais ouais, moi, je sais, c'était fabuleux, mais je sais pas comment dire, mais je sais que ça a été dur à suivre, t'as eu des retours là-dessus, c'est compliqué à suivre, etc., mais ça, c'est tellement génial comme mécanique. Je sais que t'avais du mal, peut-être, tu nous as dit, là, que t'avais du mal à quantifier la puissance, mais le fait, on est dans le présent, on fait l'effet Mnemos. Franchement, c'est Highlander la série, tu vois. T'es en train de voir le truc et d'un coup, t'es repassé dans le passé, tu reviens. Génial, ça, génial. Ma frustration, c'est justement qu'à chaque fois dans le passé, ça se terminait en queue de poisson. J'avais envie de voir la suite, tu sais, quand on était dans le passé. Je me suis dit, ça se terminait, je me dis, mais c'est un effet Mnemos, tu ne maîtrises ni le début ni la fin. Non mais oui, mais c'est totalement voulu, je suis d'accord. Mais à la fin, à chaque fois, c'était salaud. Non, puis le jeu, j'adore Nephilim. Je fais exprès de rester innocent sur ce monde pour le découvrir sur chaque campagne, parce que c'est, je l'ai découvert. Alors j'avais découvert il y a longtemps où j'avais fait 2-3 parties, mais je me souviens même plus des scénarios, rien du tout. C'est vraiment toi qui me le fais découvrir. Génial, j'adore. Moi, j'ai vraiment bien aimé le respect de la table, vraiment la dynamique, aussi bien en maître de jeu qu'en joueur, puisque vraiment, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que la dynamique était cassée, que les choses, en plus je suis pas toujours facile, hein, et par moments je suis assez extrême
dans la manière, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, respecté, et que ça a jamais clashé ou bloqué, et donc en maître de jeu, merci, et en joueur aussi. En tout cas, ça a été un vrai plaisir, et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai équilibre de table. Comme je dis, si ça clash entre personnages, mais ça clash pas entre joueurs, ça donne de très bons moments. Oui, Il exactement. faut pas que ça clash entre joueurs, c'est tout. Faut que les personnages soient complices. Regarde, moi j'ai surkiffé, hein. La campagne, c'était vraiment trop bien, quoi. J'ai vraiment hâte de la prochaine. Par contre, ouais, pas tous les 15 jours, plus jamais. Alors, moi je vais finir sur parce que on va finir là. Mhm. Moi c'était excellent. Alors moi j'aime bien Nephilim, mais je trouvais que vous rentrez dans l'univers, ce que j'ai beaucoup aimé. Je vous dis ce que j'ai beaucoup aimé, parce que je connaissais l'histoire plus ou moins avant. C'est de devoir écrire ou réécrire des choses à chaque fois, puisque bien entendu et ça avait un impact, donc je me suis quand même pas mal cassé la tête dans un train ou dans un avion à me dire bon ils ont fait ça en essayant d'être constant et d'éviter les incohérences, même si j'en ai fait 2-3 que j'ai noté moi, mais bon voilà, l'histoire on verra pas. Si les viewers n'ont pas suivi les effets Mnemos, je vais être très clair, je joue pour vous, pas pour les viewers, mais donc je le dis, voilà. Je peux le comprendre parce que c'est compliqué. Et vraiment la chose qui a été top pour moi, c'est que vous êtes toujours resté à la limite, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans un camp ou dans un autre. Et ça c'était bien parce que ça me permettait de pouvoir relancer différents sujets sans à rentrer dans un truc en disant vous avez 100% de culte voilà, ou 100% pour la force. Donc je trouvais que c'était pas mal et ça donnait justement toujours une tension qui aurait pas été la même si vous étiez allé dans un camp ou un autre, même si je vous ai poussé à des moments dans vos retranchements parce que j'avais besoin que vous alliez, que vous découvriez des aspects ou d'autres. Voilà, moi j'ai trouvé aussi que la table, il y avait une bonne ambiance et ça c'est important, et du respect mutuel. Et que c'était et ce fut une belle aventure, et il faut comme toute aventure mettre un point final. On finira pas sur l'image de cet homme horrible, mais peut-être de ce dommage. Voilà. On avait Philippe l'an dernier. Philippe Mais oui, était là. Philippe. Et que ça permet toujours, je retourne en Bretagne régulièrement parce que je suis pas loin, et à chaque fois je penserai à vous quand je verrai les monts d'arrêt, Carnac ou d'autres.